Salut, tu l'as deviné, cette vidéo traite essentiellement des résolutions du nouvel an. Mais pas n'importe lesquelles. Ça veut dire que selon une étude, seulement 8% de la population respecte correctement leurs propres résolutions. C'est incroyable, n'est-ce pas? Cela montre à quel point il est vraiment crucial de choisir les bonnes résolutions. Et c'est le but de cette vidéo. Je vais te partager aujourd'hui 10 résolutions qui, selon moi, vont transformer ton année 2024 en une année exceptionnelle. Ces résolutions couvrent tout ton bien-être mental, physique, jusqu'à la gestion de ton temps et la gestion financière. Certaines de ces résolutions ont changé ma vie, me faisant passer d'un étudiant un peu fainéant à un jeune professionnel qui commence à tenir tout seul le cap de son propre navire. Et je suis sûr qu'elle peut faire de même pour toi. Et surtout la 10e résolution qui est pour moi la plus importante. Donc reste bien jusqu'à la fin. Je suis un grand fan d'évolution personnelle. Et cette évolution me pousse à partager mes connaissances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Si tu es prêt pour une année 2024 pleine de succès et de croissance, reste avec moi. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, car il y aura beaucoup plus de contenu de la sorte. N'hésite pas aussi à t'abonner sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, où il y a du contenu inédit. C'est de là qu'on peut trouver son inspiration. C'est parti. Alors, le problème avec les résolutions, c'est que parfois on parle souvent d'arrêter une habitude qu'on avait ou alors de commencer une nouvelle habitude. Et c'est là la grosse erreur que nous tous faisons. En réalité, il est préférable de renforcer ou d'améliorer les points forts que nous avons. Et c'est là l'approche que je privilège. La première résolution que je te propose, et c'est de là la plus importante pour moi, c'est l'amélioration de ta santé physique. Prendre soin de ton corps est essentiel. Mais attention, et c'est là qu'on se trompe à chaque fois, et même moi je me suis trompé. Le but n'est pas de commencer fort, de se dire je vais à la salle, je vais commencer la salle en 2024 et tous les jours je vais aller à la salle. Non, non, non. Tu risques de te démotiver et de te dégoûter du sport, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est commencer petit à petit, step by step, et monter en puissance. Rappelle-toi que l'essentiel n'est pas l'intensité, mais c'est la régularité. Il faut se fixer des petits objectifs, mais qui restent quand même atteignables. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préconise une moyenne de 10 000 pas par jour. Ça fait environ 30 minutes de marche. Donc si par exemple tu es quelqu'un qui va déjà prendre le métro à pied, qui marche pour aller au travail, tu es déjà dans ces clous. Donc il suffit juste d'améliorer ce que tu fais. Par exemple, si tu prends l'ascenseur, prendre plutôt l'escalier ou alors ajouter à tes routines tout simplement une activité physique. Par exemple, personnellement, en plus des 10 000 pas que je fais au quotidien, je me suis fixé 2 séances de basket par semaine et aussi 3 séances de salle de façon à ce que je fasse du sport au minimum 4 fois par semaine pour garder ma santé physique. Parce que retiens bien qu'en améliorant ta santé physique, tu améliores aussi ton bien-être et ta qualité de vie. Et encore une fois, ce que tu dois retenir, c'est qu'il ne faut pas stresser ton corps tout de suite à des activités trop intenses. Vaut mieux finir une course de 12 km en un an plutôt que de faire que 6 km en un mois. Tu seras complètement épuisé, tu vois? Vaut mieux avoir la force tout le long de bien faire. Régularité. Alors, es-tu prêt à commencer le sport? La deuxième résolution, qui est un aspect tout aussi important que la santé physique, c'est améliorer sa santé mentale et sa spiritualité. Prendre soin de notre esprit est aussi important et crucial pour avoir un équilibre dans notre vie. Quelles que soient tes pratiques spirituelles, yoga, méditation, la prière, ou alors ta religion, quelle que soit chrétienne, musulmane ou bouddhiste, ou tout simplement athée, reste toujours fidèle à tes croyances. Il est important de s'accrocher à ce que l'on croit. Tes croyances te guident et te donnent la force de traverser certains moments les plus difficiles que tu pourras affronter en cette année 2024. Elles sont le socle de notre résilience et nous donnent vraiment un sens à la vie, un sens à notre vie. Si tu n'es pas croyant, tu peux tenir un journal de gratitude où tu pourras écrire tous les moments un peu reconnaissants de ta vie pour toujours garder un peu ces sentiments positifs et voir la vie du bon côté. Et bien sûr, tu peux aussi en apprendre plus sur
toi, sur ton développement personnel. L'espoir et le courage te guideront. Et si tu es une personne croyante, investis-toi à fond dans ton culte. Ne lâche rien. Ressource-toi dans ton livre sacré, la Bible, le Coran pour les musulmans, etc. Je ne les connais pas tous, excusez-moi. Mais accroche-toi à ta religion parce que la foi et la prière te garderont sur le droit chemin. En prenant soin de ta santé mentale et en cultivant ta spiritualité, tu crées vraiment des piliers qui t'aideront à affronter les grosses étapes de ta vie et qui te donnera vraiment un sens à ce que tu fais et à tout ce que tu fais et à toutes les prises de décision que tu auras à faire en cette année 2024. Alors, es-tu prêt à nourrir ton esprit aussi bien que ton corps? La troisième résolution est aussi importante que les deux premières, c'est d'adopter et de continuer à avoir une alimentation saine. Ce que tu manges a un impact direct sur ton énergie, ta santé et ton humeur. Limiter les fast-foods est le mot d'ordre. Limiter les fast-foods sera le mot d'ordre. C'est riche en sel, en sucre, en gras, en tout ce qui n'est pas bon pour le corps humain. Alors, dès que tu manges, il faut savoir que dès que tu manges ces fast-food, tu as toutes les graisses et toutes les sucres qui font youpi, youpi, j'ai trouvé. Il faut limiter ça au maximum. Il faut faire un peu l'effort de cuisiner chez soi parce que c'est vraiment ici qu'on peut contrôler tous nos aliments, tous les ingrédients qu'on met dans nos plats. Alors, je sais que c'est difficile, surtout pour les mecs comme moi, mais il faut faire l'effort. La petite astuce que je fais, c'est par exemple le week-end, je fais à manger en quantité que je dispatche sur toute la semaine. Au moins en une seule fois, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs repas. Et en plus de cela, maintenant quand je fais mes courses, je fais extrêmement attention à tout ce que j'achète. Limiter tous les produits transformés, tous ceux qui ont des produits chimiques, etc. Privilégier un peu le bio, les aliments frais. Vous verrez que votre productivité, votre énergie va augmenter. Buvez beaucoup d'eau. Et je ne parle pas d'alcool, je parle d'eau. Pour l'expression l'alcool c'est de l'eau, je parle vraiment d'eau, ok? Buvez de l'eau, n'hésitez pas à vous hydrater. Le corps est composé à 70% d'eau. Si nous en avons moins, nous allons nous sentir déshydratés et on a besoin d'eau pour vivre. L'eau, c'est la vie. Et en faisant toutes ces étapes, donc privilégier les aliments sains et boire beaucoup, on privilégie vraiment une santé à long terme. Et c'est un engagement qui vraiment fait un pas vers un mode de vie plus sain. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? La quatrième résolution aborde un aspect fondamental de notre vie. C'est l'optimisation de notre gestion financière. Et pour cela, je vais vous parler d'une méthode que j'ai commencé à faire en 2023, mais que je vais continuer en 2024. Il s'agit de la méthode 50-20-30. C'est un système que j'utilise personnellement. Cette méthode divise mes revenus en 3 catégories. 50% pour les besoins essentiels, 20% pour les loisirs et activités et 30% pour l'investissement. Pour les 50%, il s'agit bien sûr de toutes les dépenses essentielles et vitales, c'est-à-dire le loyer où tu vis parce que voilà, tu ne vas pas vivre dans la rue. C'est en priorité tes factures d'eau, tes factures d'électricité, la nourriture, parce que ce sont les besoins primaires essentiels. Il faut prévoir 50% pour tous ces besoins essentiels pour avoir un certain équilibre. Ensuite, 20% pour tes loisirs. Il est important de se faire plaisir. C'est important de décompresser. Sans quoi, on aurait tous fini à l'hôpital, tu vois. Soit tu vas boire des verres avec tes collègues, soit tu vas faire un bowling, tu vas regarder un concert, bref. Des moments où tu te fais plaisir, où tu ressens de la joie, où tu es heureux. Cela aide aussi un peu à rester motivé et à te donner un petit smile. Et enfin, la troisième catégorie, qui est pour moi est la plus cruciale en 2023 et aussi en 2024, c'est d'allouer 30% pour l'épargne et l'investissement. L'investissement en épargne, je le split en deux. J'utilise une partie que je mets pour les dépenses urgentes
pour les voitures. D'ailleurs, ce fonds-là m'a bien aidé il y a 2 mois quand je devais payer 2000 € parce que ma voiture allait tomber en panne. Et une autre partie sur mon livret A est utilisée pour les voyages. Par exemple, je mets toujours de l'argent de côté au cas où un jour je me dis « Ah oui, je vais partir en voyage aux Maldives. Ah oui, je vais aller quelque part. » Eh bien, cet argent, c'est fait pour ça. Je la mets plutôt sur mon compte en banque. Comme ça, directement, elle peut être assez facilement accessible et utilisée. Ensuite, parmi les 30%, je fais une allocation dans la crypto. J'utilise plutôt Binance, où j'investis dans la crypto, voilà, qui est plutôt un actif assez volatile. J'investis aussi en bourse, donc sur des actions et des ETF, plutôt sur Trade Republic. Et enfin, sur Boursorama, j'ai ouvert un PEA. Voilà, un portefeuille épargne action où là, j'investis plutôt sur des ETF un peu européens ou français. Si jamais tu voudras que je rentre plus en détail sur ces investissements, comment j'ai fait, pourquoi, quelle est ma méthode, dis-moi en commentaire, j'en ferai une vidéo dédiée. Et l'une des disciplines que je m'octroie avec ce point d'investissement, c'est que je ne vois pas ça comme un investissement, mais comme une dépense. Pour moi, à chaque fin de mois, je dois dépenser pour investir. C'est-à-dire que mon argent, il arrive, mes revenus, ils arrivent. C'est comme si c'était une dépense en fait. En premier, je dépense cet argent. Et dès que tu te mets ça dans la tête, ça te change parce qu'on a un biais cognitif où depuis qu'on voit beaucoup d'argent sur notre compte, il faut qu'on le dépense. Alors que si très tôt tu diminues cet argent, tu vas uniquement dépenser ce qu'il y a sur ton compte. Donc c'est pour ça qu'il faut voir cette partie-là comme une dépense et non comme un investissement. Et bien sûr, vous pouvez ajuster comme vous voulez ces allocations. Ce n'est pas la solution ultime. Moi, j'utilise le 50-20-30, mais vous pouvez parfaitement utiliser du 50, 10, 40, etc. ou du 60, 40, 10. C'est comme vous voulez. Depuis que tu atteins ton objectif financier pour faire ce que tu veux avec ton argent. Mais en adoptant cette méthode 50, 30, 20, personnellement, je prends le total contrôle de mes finances. Alors, es-tu prêt à adopter une méthode? 5e résolution qui pour moi est très pertinente en 2024 et dans cette période de métaverse, c'est la digital detox. Il s'agit drastiquement de diminuer le temps d'écran sur notre téléphone. Qu'on le veuille ou non, ça affecte notre sommeil, notre façon de réfléchir, bref, tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précise sur le sujet tirée d'études et de faits scientifiques qui expliquent comment le téléphone peut diminuer drastiquement notre concentration. Si ça t'intéresse, le lien il s'affiche quelque part là, je sais pas. Et j'ai appliqué une petite tactique pour faire ma désintox, c'est que je me suis cadré en me donnant des objectifs et des temps clairs pour utiliser mon téléphone. Par exemple, après 22 heures, je me suis dit personnellement que je ne réponds plus à aucun message. Je ne réponds plus à aucun appel et je ne vais plus sur mon téléphone. Même s'il y a quelqu'un qui m'appelle à 1h30, etc., je ne réponds plus. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne vais pas répondre pour des urgences. Attention, ne pense pas à ça. Mais je me crée quand même un cadre. À partir d'une certaine heure, je ne suis plus sur mon téléphone, je ne vais plus sur TikTok, je ne vais plus sur Instagram. Il faut se forcer un peu à se discipliner sur ça. Et ce que je fais à la place, c'est que je remplace ces temps d'écran par des activités. Soit je vais cuisiner, soit je nettoie, ou soit encore je vais lire des livres. Je fais d'autres récupérations actives sans mon téléphone. Il faut un peu redécouvrir aussi les relations sociales, sortir un peu du téléphone, aller rencontrer des gens, etc. Franchement, vous savez même pas comment le téléphone nous fait passer à côté de choses incroyables. La digital detox peut améliorer ta productivité et aussi te faire avoir plus de relations sociales et améliorer ton humeur. Et aussi te permettre de te reconnecter avec le monde réel. Alors attention, petit disclaimer, je n'ai pas dit de supprimer totalement le téléphone. Non, je m'en sers tous les jours. D'ailleurs, pour faire cette vidéo-là, sans mentir, des fois je m'en sers. Mais le défi est certes de réguler et de l'utiliser de manière optimale. Et vous vous imaginez même pas la récompense immense que vous allez avoir en faisant cette digital detox. Alors, es-tu prêt à te déconnecter pour te reconnecter? La 6e résolution est une invitation à enrichir ton esprit en améliorant tes connaissances avec la lecture. Les livres sont une porte ouverte à l'imagination et au savoir. Alors, pour la petite anecdote,
j'ai jamais aimé lire. Lorsque j'étais en maternelle, je n'aimais pas le français. Le français, c'était la pire matière pour moi. Je préférais les maths, les sciences, etc. Donc, j'ai jamais eu cette culture de lire. Même quand je suis arrivé au lycée, je n'ai jamais pris l'habitude de lire des livres. Jusqu'à ce que j'ai eu une illumination depuis un peu ma fin de licence, bref, en études. J'ai retenu, et ça, je l'ai pris de Steve Jobs, il faut avoir de la densité. C'est-à-dire, il faut avoir du vocabulaire, des sujets de discussion, etc., etc. Et ça, tu peux les avoir dans les livres. La densité te permettra de mieux aborder une présentation à l'école, de mieux aborder un entretien ou encore de mieux aborder des discussions avec tes collègues. Plus tu lis, plus tu auras de quoi discuter. Et surtout, il faut lire ce qu'il te plaît. Personnellement, j'ai commencé à lire plutôt des livres sur la psychologie, le développement personnel, le management, parce que c'est 3 choses qui me plaisent. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de commencer extrêmement fort. Pour encore la petite anecdote, le premier livre que j'ai acheté un peu sur la psychologie, j'ai mis 1 an à le lire. 1 an. Le deuxième livre, j'ai mis 8 mois à le lire. C'est un livre que de 300 pages. Le troisième, j'ai mis 3 mois. Et là, je suis en train de lire le quatrième. Je suis pour l'instant à 2 mois. Peut-être que je vais battre mon record. Mais il faut aller à petit, il faut te forcer à lire. Et pour ça, je me suis fixé des objectifs. Alors, les objectifs peuvent varier. Ça peut être un livre par mois, un livre par semaine. Moi, je me suis plutôt fixé l'objectif de lire un minimum de 10 pages par jour. Soit le matin, soit le soir, soit avant une séance de sport, etc. Ça améliore la mémoire et aussi ça améliore la concentration. Et surtout après, il ne faut pas hésiter à partager ce que vous avez lu avec des collègues ou dans des blogs, dans des groupes de lecture. Ou moi, personnellement, ce que je fais pour partager mes lectures, c'est que je fais des vidéos comme celle-là sur YouTube pour vous partager justement mes connaissances que j'ai apprises dans ces livres. Alors, es-tu prêt à explorer le monde à travers les mots? La 7e résolution est de renforcer les relations sociales. Dans ce monde-là, en 2024 où tout va vite, renforcer ces relations de manière à ce que ce soit sincère et non toxique est presque crucial. Nous devons privilégier des relations de qualité plutôt que de choisir la quantité. Et pour cela, il y a différents tips que je te conseille aujourd'hui comme résolution. Tu dois cultiver de la sympathie. Montre vraiment de l'intérêt pour ce que l'autre fait et de la compréhension. Cela commence par une volonté sincère d'empathie, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses actions, ses pensées, ses paroles. Et ça se fait que si tu te concentres et tu améliores ton écoute active. Écoute chaque mot, chaque langage, chaque expression corporelle que ton interlocuteur fait devant tes yeux. Cela va te permettre de donner vraiment la bonne réponse et la meilleure réponse possible à ton interlocuteur. Et le mot d'ordre est: prenez l'habitude de vous intéresser aux autres avant que les autres s'intéressent à vous. Pose des questions ouvertes. Encouragez les personnes à parler sur eux, à raconter leur histoire. On aime parler de nous. C'est bizarre, mais on aime parler de nous. C'est comme ça. On raconte toujours une anecdote de « oui, je suis tombé au ski, je me suis fait mal ». D'ailleurs, ça, c'est vraiment vrai. Je me suis fait très, très mal au ski. Écoutez et surtout ne jugez pas les personnes. Don't blame, don't judge. C'est ça le mot d'ordre. Vous pouvez complimenter parce que le compliment est un jugement positif, mais ne jugez pas systématiquement de manière négative. Avant de tirer une conclusion, il faut essayer de comprendre la perspective de l'autre. Et parfois, vous serez surprise que même dans des situations les plus terribles, il y a toujours une bonne raison. Pas forcément une bonne raison, c'est vrai. Mais il y a toujours une raison cachée derrière ça, qu'elle que soit bonne ou mauvaise. Et aussi, apprenez à apprécier les différences. La diversité est une richesse, est une opportunité pour améliorer tout processus et améliorer les échanges. Donc, en privilégiant la sympathie, l'écoute active, l'empathie, la compréhension de l'autre, vous allez drastiquement améliorer vos relations et améliorer la qualité aussi de vos relations. Parce qu'en 2024, on doit miser sur ça, la qualité de nos relations. Alors, es-tu prêt à enrichir tes relations? La 8e résolution que je te propose est de te fixer des objectifs SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Prenez un exemple.
Personnellement, je vais me fixer pour 2024 l'objectif de l'apprentissage de l'anglais. L'objectif doit être spécifique. Au lieu de se dire, par exemple, je veux apprendre l'anglais, I want to speak to flow English. Il faut être encore plus précis et minutieux dans notre objectif. Typiquement, je vais dire maintenant, je veux tenir une discussion poussée dans le cadre professionnel et personnel en anglais. Là, oui, l'objectif est encore plus spécifique que simplement le souhait d'apprendre l'anglais. Assurez-vous que l'objectif soit mesurable. Par exemple, faites un tracking. Pour mon exemple, l'anglais, le fait que je fasse des exercices tout au long de l'année me permet de savoir si je me rapproche d'un certain niveau. Par exemple, je vais aller au niveau C1, si je suis plutôt au niveau B1, B2, etc. Si par exemple, tu veux perdre du poids, prends un tracking. Regarde combien de poids tu perds le premier mois, le deuxième mois, etc. Il faut se forcer à avoir un tracking pour voir notre évolution et des fois, c'est ce qui peut nous motiver à continuer. Ça permet finalement de suivre nos progrès de manière concrète. Un autre exemple, tu as pour un objectif d'avoir ton diplôme. La mesure que tu vas utiliser, ce sera tes notes. Tes notes, tout au long de l'année, te permettront de savoir tes progrès, si tu progresses, si tu es loin de ton objectif ou si tu es tout près. L'objectif doit être atteignable. Il ne faut pas qu'il soit aberrant. Il ne faut pas viser trop haut avec un temps minuscule. C'est pas logique, c'est aberrant. Par exemple, je ne vais jamais me dire que l'anglais, là actuellement, je ne sais même pas quel niveau je suis, mais je ne vais pas me dire que je vais atteindre le niveau C1 en une semaine. Ce n'est pas possible. Il faut que l'objectif soit quand même atteignable. Il faut un objectif qui représente un défi, mais qui reste raisonnable. Choisissez un objectif réaliste en prenant compte des ressources de vous-même et de votre emploi du temps. Pour revenir à l'anglais, je me suis forcé à me consacrer 20 minutes par jour minimum dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais. Je me suis donné les moyens. Mais si tu sais que tu es quelqu'un pour un objectif qui n'aura pas le temps de te consacrer à ton objectif, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut te donner les moyens, il faut créer des trous dans ton emploi du temps pour atteindre ton objectif. Donner un bon exemple, tu veux réussir un diplôme ou tu veux avoir un chiffre d'affaires. Si tous les soirs tu sors pour aller en boîte, c'est-à-dire que tu consacres 0 minute, 0 heure, 0 seconde dans la tête de ton objectif, ça ne sert à rien, il sera jamais, mais jamais réalisable. Et enfin, il faut définir une temporalité claire. Par exemple, pour mon anglais, encore une fois, je me dis que je vais atteindre le niveau C1 dans 9 mois à la fin de mon master. Là, j'ai défini une date d'échéance. Ça peut être, par exemple, je veux perdre du poids en 10 mois. Ou alors, je veux avoir une promotion dans mon travail avant octobre. Et dans ce cas, lorsqu'on a clairement défini la temporalité, on augmente considérablement notre chance de succès. Alors, es-tu prêt à te fixer un objectif SMART en 2024 ? La 9e résolution est la gestion de notre temps de manière efficace. Il s'agit ici finalement de savoir exactement quand travailler dur, mais aussi quand se reposer. Tu peux organiser ta semaine, ton mois ou tes journées en dédiant certains moments pour le travail, mais aussi pour le repos. Si je prends mon exemple, depuis 2023, j'ai bloqué certains jours pour mes hobbies, mes activités, ma lecture, etc. Le lundi, le vendredi, le samedi, c'est complètement dédié pour le basket. Ça permet de libérer mon esprit. En milieu de semaine, le mercredi, en fin de semaine, je me consacre certains moments à aller boire des verres avec des collègues ou encore à aller à la salle de sport. Et bien sûr, le soir, en coupant mon téléphone à 22h, le reste du temps est uniquement pour moi. Je ne travaille pas après 22h. Je consacre ce temps pour lire des livres ou tout simplement pour regarder des vidéos de divertissement avec mes youtubeurs préférés comme Inoxtag, Amine Mathieu, Squeezie. Et tout ça rentre dans mon processus de détente et de repos. On se doit d'avoir des moments de repos, sinon on finira tous à l'hôpital ou en burn-out. Ces temps de détente aussi permettent considérablement de diminuer le stress. Si jamais tu as un gros examen et que tu sais que tu travailles tout le temps, ça ne sert à rien de travailler tout le temps. Il faut ces moments de repos. Je me rappelle en licence, la veille d'un examen en Guadeloupe, j'ai monté la soufrière la veille d'un examen juste pour avoir ce moment de repos. Et... Qui pisse contre le vent, je mouille les chaussettes. Et
finalement j'ai extrêmement bien réussi l'examen le lendemain. Le gros travail aussi que je vais faire en 2024, c'est quand je vois que certaines choses empiètrent soit sur mon travail ou soit sur mes moments de repos. Si c'est pas quelque chose en lien avec moment, il faut être capable de dire non, je ne peux pas parce que j'ai une priorité. Je sais que ça peut être dur de dire non, je peux pas aller boire un verre, mais des fois, on est obligé quoi. N'oublie pas, Rome n'a pas été construit en 24 heures sans repos. Les ouvriers se sont quand même reposés pour construire ces beaux bâtiments. Alors garde du temps pour toi et tes priorités. Et êtes-vous prêt à prendre en main votre temps en 2024? Et la 10e solution maintenant, qui est pour moi celle qui mérite le plus de travail de mon côté et qui est essentielle pour transformer tout 2024, c'est de surmonter la procrastination. Personnellement, c'est mon combat pour 2024. C'est de ne plus procrastiner et de passer à l'action. Et pour ça, j'ai un petit processus tactique pour arrêter de procrastiner. Il faut commencer par reconnaître quand et pourquoi on procrastine. Est-ce que c'est par peur de l'échec, par habitude, par manque de clarté, par crainte? Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune raison valable qui justifie le fait qu'on procrastine. Par exemple, j'ai fait ce petit travail juste pour la poubelle. Je procrastinais énormément pour sortir une poubelle. Je me suis posé un jour, je me suis dit pourquoi je ne sors pas la poubelle. Aucune raison. C'est pas parce qu'il fait froid, j'ai un manteau. C'est pas parce qu'il pleut, il ne pleut pas. J'avais aucune raison. Du moment que j'ai identifié ça, j'ai pris le sac et je suis allé jeter la poubelle dehors. Et je me suis promis une seule chose. Toutes les tâches qui durent moins de 10 minutes, je dois les faire immédiatement. C'est-à-dire traiter directement une facture ou un courrier, jeter la poubelle, faire une vaisselle. Toutes les actions moins de 10 minutes, je dois les faire immédiatement et les traiter immédiatement sans procrastiner. Et c'est en faisant chaque jour ces petits gestes que finalement ça va en devenir une habitude. Et ça fait maintenant 2 mois que je fais ce travail-là sur moi, faire les tâches en dessous de 10 minutes. Et pas plus tard que 2 semaines, j'ai commencé à avoir certains résultats. Lors d'une séance de travail dans mon master avec un groupe, on réfléchissait pour modifier certains documents et on voyait quelques améliorations à donner. On s'est dit, dans tel document, on devra changer tel paragraphe. Je leur ai dit, je vais m'en occuper tout de suite parce que ça prend moins de 10 minutes, ça prend exactement 2 minutes et je vais le faire immédiatement. Et ils m'ont dit, c'est vrai, on pouvait le faire tout de suite et ne pas perdre de temps sur cette tâche. En faisant les petites tâches tout de suite ou les choses tout de suite, on ne se rend des fois même pas compte de l'énergie mentale que l'on gagne en faisant les choses tout de suite, plutôt que de laisser les choses s'accumuler, sachant qu'on perd beaucoup plus d'énergie à mémoriser les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois on oublie les choses et que voilà, ça nous arrive parce que des fois c'est des choses importantes qu'on ne devait pas oublier. Si par exemple, payer une amende. Tiens donc, il ne faut pas oublier que moins il y a de désordre autour de nous, plus il sera facile de bien commencer à travailler. En prenant ces petites étapes, vous battrez la procrastination avec moi. Alors, es-tu prêt à relancer ce défi en 2024? Petit bonus, 11e résolution de cette vidéo, rien que pour toi. La 11e résolution est de t'abonner à cette chaîne. Oui, parce que tout au long de l'année, tu auras que des choses bénéfiques, positives pour te permettre d'évoluer personnellement. C'est cadeau. Voilà. On a parcouru les 10 résolutions qui vont complètement, pour moi, changer ton année 2024. De l'amélioration de la santé physique et mentale, passant par le combat contre la procrastination, tout en ayant une gestion de son temps et de ses finances. Chacune de ces résolutions a le potentiel de te changer significativement. Je sais que ça peut être parfois intimidant, difficile à commencer de nouvelles habitudes, je suis le premier, mais n'oublie pas, le voyage de milliers de kilomètres toujours commence par un petit pas. Le petit pas juste pour sortir de ton lit, par exemple. Donc, je vous invite à choisir les bonnes résolutions et de commencer dès aujourd'hui. Stop la procrastination. Il ne faut pas attendre le moment parfait. Il faut créer ce moment parfait et ça commence aujourd'hui. Passe à l'action.
Et n'hésitez pas à partager en commentaire quelle résolution vous avez choisi de faire pour cette année 2024. Ensemble, on peut tous se motiver. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, à tous mes réseaux sociaux. Et ensemble, faisons l'année 2024 une année de pleine croissance. Sur ce, à plus tard, bonne année. C'était Gianni.